Bonjour et bienvenue à l'émission du Coq à l'âne. Aujourd'hui, c'est à la procure de la Maison Mère à Baie-Saint-Paul que nous enregistrons l'émission. La procure est un espace où on trouve un réseau qui encourage l'échange et l'innovation. Un réseau aussi où on peut trouver un service d'accompagnement en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous passerons vraiment du coq à l'âne puisque nous parlerons des couches pour bébés. Nous parlerons aussi de dyslexie et de dysorthographie. Et enfin, nous ferons comme d'habitude un petit coucou du côté de la langue. Il y a 3/4 de siècle, comme tous les bébés, j'ai porté des couches. C'était alors des carrés ou des rectangles en coton, blanc la plupart du temps, qu'on pliait d'une façon appropriée et qu'on attachait, qu'on mettait sur le bébé et qu'on attachait avec des épingles à couche. 3 décennies plus tard, on utilisait encore les mêmes couches en coton qu'on vidait de leur contenu, qu'on faisait tremper, qu'on lavait, qu'on séchait et qu'on utilisait à plusieurs reprises pour toute la durée de la vie du bébé. Puis sont venues, dans les années 70, les couches jetables. C'était vraiment extraordinaire. Les couches jetables ressemblaient à celles-ci. Bon, elles se sont développées au fil des ans, se sont améliorées. Bon, les couches jetables qu'on met au bébé et qu'on attache sur les côtés, qui a un fond qui est absorbant, et qu'une fois que le bébé a fait ce qu'il a à faire, on la plie et on la jette. Un bébé utilise entre 2000 et 4000 couches dans sa vie de bébé. Chaque couche jetable met entre 200 et 500 ans à se dégrader dans l'environnement. Il y a donc là un gros problème pour l'environnement. Il y a un problème économique aussi, puisque ça ne coûte pas rien, ces couches-là, ça coûte à peu près 25 sous de la couche. Alors si un bébé en prend entre 5 et 10 par jour, ça commence à faire des sous au bout d'1 an et demi, 2 ans. Je ne parle pas de marque de couches. On dit aujourd'hui qu'il y a des couches jetables qui se dégradent plus rapidement. Évidemment, les écologistes, les gens qui ont un souci pour l'environnement, contestent un peu cette notion-là de biodégradable au niveau des couches jetables. Mais, de nos jours, il y a un retour aux couches lavables. Et on va tout de suite se diriger au Mousse Café, où Catherine Larouche va nous en parler. On s'en va au Mousse Café. Bonjour, oui, bienvenue ici au Mousse Café. Donc, je suis ici pour vous expliquer un peu les couches lavables, à quoi ça sert, pourquoi on s'en irait vers des couches lavables maintenant. En fait, il y en a plusieurs qui décident d'aller vers l'option couche lavable parce que c'est plus écologique, en fait, que les couches jetables. On peut les utiliser de l'âge bébé, soit d'environ 1 mois, 3 semaines à 1 mois, dépendant du poids du bébé, jusqu'à 1 an et demi facilement. Il y en a qui se rendent même jusqu'à 2 ans, dépendant du format de l'enfant. Donc, de la façon que ça fonctionne, ces couches, en fait, on en achète généralement une qui dure tout le long parce que c'est évolutif. Donc, ici, on a un format plus bébé. On détache les petites attaches ici et elle peut grandir avec le bébé comme ça. Ensuite, on a différentes attaches de côté pour aussi là, y aller selon le poids et la grandeur de l'enfant. Donc, les couches lavables, comment ça fonctionne? On a un petit insert ici à l'intérieur qu'on enlève tout simplement.
qui est déjà prêt, que vous avez préassemblé, aussi facile que plier le linge. On assemble nos couches, on les prépare pour les enfants. Et quand c'est le temps de changer, tout est assemblé. Ensuite, quand c'est le temps de les laver, on enlève, comme je viens de faire, la partie à l'intérieur, qui est la partie absorbante, qui est très pratique aussi, une couche lavable comme ça. On peut l'utiliser de nuit. Si l'enfant fait plus d'heures, on ajoute des petits inserts comme ça, tout simplement à l'intérieur, et on referme la couche avec toutes nos sections là, intégrées à l'intérieur. Ensuite, pour le lavage, on sort tout ça. On met tout simplement ça dans la laveuse avec du savon doux, bio idéalement, pour suivre la pensée d'écologie. Et donc, ensuite de ça, pour l'assemblage, aussi simple qu'on replie notre partie absorbante. Et voilà, ce modèle-ci en est un comme ça. Il y en a différents modèles. On l'insère à l'intérieur, comme ceci. On referme le tout, aussi facile, et on est prêt à la prochaine utilisation. Donc, des couches lavables, une autre façon aussi d'économiser de l'argent, parce que ça coûte assez cher des couches jetables et on en passe quand même plusieurs par jour avec des petits bébés. On parle ici d'environ, en moyenne, entre 25 et 30 $ par couche. Donc, pendant une couche va durer presque 2 ans, donc c'est vraiment économique et ça vaut la peine monétairement. En plus, la ville de Baie-Saint-Paul offre une belle subvention là, pour les nouvelles couches lavables qu'on achète. Ça diminue beaucoup le prix de notre achat de départ. Merci beaucoup, Catherine. J'aimerais aussi ajouter qu'au Mousse Café, on trouve aussi des culottes d'entraînement que tout le monde appelle des pull-ups pour bébé. C'est un peu le même principe que la couche lavable et on peut se les procurer au Mousse Café. Je vous invite à y faire un tour. D'ailleurs, c'est un bel endroit pour prendre un café et rencontrer des gens. On se retrouve après la pause pour parler de dyslexie et de dysorthographie. La dyslexie, comme le mot l'indique, est une dysfonction au niveau de la lecture, de l'identification des sons qui sont formés par les lettres qu'on utilise ou les syllabes qu'on utilise. La dysorthographie est comme le frère jumeau ou la sœur jumelle de la dyslexie, parce qu'on reporte des problèmes semblables au niveau de l'écriture. J'aimerais d'abord vous dire ce que n'est pas, ce que ne sont pas la dyslexie et la dysorthographie. Ce ne sont pas des problèmes d'intelligence. La preuve, je vous ai déjà donné ces modèles-là. Jeannette Bertrand est dyslexique et Daniel Pennac, l'auteur français, est dyslexique. Et Dieu sait que ces gens-là écrivent et lisent beaucoup plus que la moyenne des gens. Le dyslexique n'a pas de problème d'ouïe ou de vision. Le dyslexique n'a pas de trouble sensoriel. Et ça n'a rien à voir avec l'environnement affectif, social ou culturel. On n'est pas dyslexique parce qu'on grandit dans un milieu défavorisé. Peut-être qu'on aura plus de difficultés à contourner les obstacles que ça implique si on est dans un milieu défavorisé. Mais ça ne vient pas de là. La dyslexie s'évalue vers l'âge de 7-8 ans, après quelques années d'apprentissage de la lecture, où le problème est durable, où on se rend compte, par exemple, qu'un enfant va avoir une propension à éliminer des syllabes. Par exemple, au lieu de lire semblable, il va lire semble.
à inverser des lettres, un P et un B, un U et un N. Il y en a plein d'autres. On pourrait s'étendre longtemps là-dessus. Moi, surtout, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut comprendre que pour un dyslexique, la lecture demande un effort et un degré de concentration inouï. Il y a un monsieur qui s'appelle Victor Whittle, qui a une amie qui est un informaticien et qui a une amie dyslexique. Et à force de parler avec elle des troubles de lecture qu'elle éprouve, il a produit un texte pour montrer ce que certains dyslexiques peuvent vivre. Il y a des dyslexiques dont le trouble va se présenter sous d'autres formes. Je vous invite à aller voir sur Internet des sites spécialisés, des associations de professionnels, entre autres, qui donnent des bonnes descriptions et qui donnent aussi des stratégies pour contourner les obstacles que ça implique. On a dit pendant longtemps que la dyslexie, le TDAH, la dysorthographie étaient des problèmes, entre guillemets, d'origine neurologique, ce qui veut dire des problèmes qui originent du développement du cerveau ou du fonctionnement du cerveau. Les neurologues vont parler de neurodiversité. OK? Les gens qui sont aux prises avec la dyslexie, la dysorthographie, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça n'avait rien à voir avec l'intelligence. C'est que le cerveau fonctionne d'une façon différente, tout simplement. Dernièrement, il y a des scientifiques, des physiciens, plus précisément, qui ont découvert dans l'œil quelque chose qui, au niveau de la rétine, je pense, qui pouvait expliquer les problèmes de dyslexie, dysorthographie. On regarde ensemble une courte vidéo où ils nous expliquent ce qu'ils ont découvert. On peut aussi changer la largeur des cycles méleux sur 78, là, 70, voilà. Cet article montre une chose relativement simple, à savoir que si je prends une personne qui n'a pas de problème, elle a une dissymétrie entre les deux yeux, donc, qui se traduisent par des tâches de Maxwell nettement différentes, alors que lorsqu'on fait les mêmes tests avec des étudiants qui présentent donc de la dyslexie, eh bien, leurs deux yeux se ressemblent trop, en quelque sorte, donnent deux images trop proches l'une de l'autre, et ce qui les empêche, qui empêche leur cerveau d'en prendre une au détriment de l'autre. Si je me mets dans le cas d'un étudiant dyslexique, ou de toute personne d'ailleurs, il faut savoir que si, par exemple, le B, je regarde un B et que ça se forme sur l'hémisphère gauche, par exemple, il faut savoir que le cerveau transfère les données à l'autre hémisphère. Donc un B qui est là, je le transfère de l'autre côté, évidemment, ça me donne un D sur l'autre hémisphère. Et donc, pour la lecture, eh bien, j'ai besoin d'éliminer l'image miroir, ce qu'on appelle l'image miroir. Et donc, lorsqu'on n'a aucun problème, l'image miroir est plus faible que la première et le cerveau l'élimine facilement. Par contre, pour les dyslexiques qui ont deux tâches de Maxwell identiques, les deux images ont la même valeur et le cerveau va voir en même temps le B et le D. Et d'où les ennuis pour la lecture, pour l'écriture, pour énormément de fonctions cognitives. Citons d'abord le fait que ça va peut-être donner une méthode relativement simple pour diagnostiquer donc, la dyslexie chez les petits, mais aussi chez les adultes. Les méthodes sont assez simples, donc un diagnostic qui est relativement simple. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième chose est que pour les dyslexiques, lorsque l'on fait cette petite expérience d'inverser le B qui devient un D,
faut pas oublier que donc l'information passe d'un hémisphère du cerveau à l'autre. Ce transfert dure en gros 10 millisecondes. Et on peut exploiter ces 10 millisecondes-là pour essayer d'effacer le D chez les dyslexiques. Et c'est ce que l'on peut faire. On a monté une petite expérience de ce qu'on appelle une lampe à, je ne sais pas trop comment dire, modulée, une lampe anti-dyslexie, qui fait que quand on hache la lumière à une certaine fréquence pendant un certain temps, comparé aux 10 millisecondes, eh bien, on peut faire effacer l'image miroir, c'est-à-dire le D. On vient donc d'apprendre qu'il y a une source biologique probable aussi à la dyslexie et à la dysorthographie. Quand le problème est perçu par les parents, par les enseignants, et je vous le dis, ce ne sera pas perçu en première année ou en deuxième année déjà, mais on aura peut-être des indices en première et deuxième. C'est plus en troisième année, quatrième année, qu'on va pouvoir identifier le problème de façon plus précise. Il est important que les parents suivent de près le parcours scolaire de leur enfant et qu'ils s'impliquent dans sa démarche pour faire face à cette situation-là. Et il faut aussi absolument utiliser les ressources de l'école. Je ne sais pas, étant en dehors du circuit scolaire depuis maintenant près de 20 ans, je ne sais pas l'état des lieux par rapport à l'orthopédagogie, à l'orthophonie dans les écoles de Charlevoix. Mais dans une prochaine émission, j'ai l'intention de rencontrer quelqu'un de la commission scolaire qui pourrait nous éclairer sous ce rapport. Il faut être patient face aux difficultés qu'implique la dyslexie et la dysorthographie, mais il faut aussi avoir de l'espoir parce qu'il n'y a aucune difficulté d'incontournable dans ce domaine-là. Après la pause, un petit clin d'œil du côté de la langue. Je vous ai apporté des bonbons. Est-ce qu'on doit dire apporter ou amener? Est-ce qu'on amène des bonbons ou on apporte des bonbons? Un petit truc pour utiliser le bon mot. Quand on amène, c'est par la main. C'est pas toujours vrai, là. Mais quand on amène, c'est par la main. Donnons-nous ça comme truc. Quand on apporte, c'est dans ses mains, dans ses bras, sur son dos ou sur sa tête. Alors, j'apporte des bonbons et non pas j'amène des bonbons. La serveuse apporte du pain à votre table et non pas amène du pain à votre table. Elle ne peut pas amener le pain par la main. Donc, elle apporte le pain. Lorsqu'elle vient prendre le pain sur la table, elle emporte le pain. Elle l'apporte, destination, la table. Elle l'emporte de la table, point de départ, vers une autre destination, qui est possiblement la cuisine. On ne va pas porter sa mère à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. On la conduit à l'hôpital. Personnellement, j'avais apporté des bonbons et comme je dois partir, je vais emporter les bonbons. Et comme je ne peux pas les prendre par la main, je ne peux pas les emmener. Alors, je les emporte. À la prochaine.